Bienvenue dans les actualités JavaScript du mois d'avril 2024. Ce mois-ci, on va donc parler de Node.js version 22, comme vous pouvez voir juste ici. On va également parler de ESLint version 9 qui est sortie, également Bun version 1.1 parce que maintenant ça marche sur Windows. Et ensuite, on verra deux librairies en fin de vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. On va donc tout d'abord parler de Node.js version 22, une nouvelle version majeure, donc c'est la version courante actuellement de Node.js, donc ce n'est pas la version active, la version active c'est toujours la version 20. Mais donc dans cette version 22, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien il y a des choses assez intéressantes, comme par exemple le fait de supporter le require pour des dépendances qui sont donc en ECMAScript module. Ça veut dire quoi? Donc en gros là on a un bon article qui a été fait par Coder Oasis et on a un petit code ici par exemple. Donc imaginez que vous ayez un module externe, que ce soit votre fichier ou une dépendance externe, qui est faite via des ES modules, donc en ESM. Ça veut dire qu'elle utilise les mots-clés export et import pour fonctionner normalement. Et donc là, elle va exporter une fonction avec le mot-clé export, donc qui s'appelle add. Et bien normalement, derrière, pour pouvoir utiliser cette fonction sur un autre fichier, il va falloir utiliser le mot-clé import. Donc import add from la mat.js. Et en fait, maintenant, avec ce flag-là, donc c'est pas encore stable, c'est en expérimental, donc il faut utiliser ce flag-là à l'instant où on exécute notre JS. Et bien avec ce flag expérimental require module, on va pouvoir, pour une fonction qui est créée via les ESM, et bien quand même utiliser require, qui est donc du CJS, Common JS Module, quand même utiliser require pour pouvoir l'importer dans le code actuel. Et donc ça va permettre une meilleure migration en fait entre ces deux modules, ces deux systèmes pour gérer donc les modules externes. Ça va permettre une meilleure migration pour aller petit à petit vers du 100% ESM parce que c'est ça le plus moderne, c'est ça la nouvelle manière donc de faire. Et ça c'est une superbe chose parce qu'effectivement Node.js avait un peu ce blocage sur le fait de, enfin c'est compliqué quoi de gérer un peu les deux en même temps. On avait généralement donc des paquets par-dessus en fait, comme par exemple vite quoi que ce soit, qui vont nous simplifier la vie pour pas qu'on ait à faire tout ça. Mais si jamais on n'avait pas ce genre d'écosystème autour, et ben ça allait être toujours un peu plus compliqué. Il fallait que la dépendance soit sous ECM ou alors soit sous CJS et ensuite appliquer ce qu'il fallait au bon moment quoi. Donc c'est vrai que ça c'est toujours bien parce que ça simplifie les choses et donc ça permet une meilleure utilisation de Node.js tout simplement. Donc c'est vraiment assez bien d'avoir ça. C'est pas encore stable hélas, mais je pense que ça sera au futur parce que c'est une bonne feature. Autre chose qu'il y a eu dans Node.js version 22, eh bien, c'est le fait que les WebSockets soient ajoutés. Donc, que le fait que les WebSockets soient ajoutés, ça veut dire qu'on va pouvoir faire ce type-là de code, c'est-à-dire on va importer WebSocket depuis le paquet WS et on va directement créer un WebSocket, puis on peut pouvoir l'ouvrir et faire des opérations à l'instant où on reçoit un message. Et ça, c'est directement compatible avec les WebSockets côté client, côté donc navigateur. Donc, l'API WebSocket côté navigateur est totalement compatible avec cette API là, donc côté Node.js. Et c'est vraiment super parce que maintenant, on n'a même plus besoin d'avoir une librairie externe, une dépendance externe, un paquet pour pouvoir faire des WebSockets sous Node.js. Et c'est directement pris en compte. Donc ça, encore une fois, superbe amélioration de Node.js. Et ce qu'on a également, c'est voilà, le fait que maintenant, on a la commande "-watch" qui est en stable, en version stable. Avant, c'était en expérimental, le fait d'avoir un "-watch". Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un watcher à Node.js. Donc, à l'instant où un des fichiers de votre dossier va se modifier, parce que vous allez taper CTRL-S, eh bien, ça va recharger le script. Donc, ça, c'est encore une fois super et ça montre vraiment que Node est passé à une autre étape. Parce que moi, je me souviens au début, quand j'utilisais Node, j'installais des paquets comme par exemple Nodemon. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, Nodemon, et ça permettait justement d'update un script, de relancer un script à l'instant où on avait fait une modification. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Nodemon parce que je suis sur des frameworks modernes comme Nuxt, Next, quoi que ce soit. On n'a plus besoin d'utiliser Nodemon. Mais c'est vrai que là, ça marque vraiment un gros changement par rapport à cette ancienne version de coder du back-end parce que Node intègre de plus en plus d'outils de base à son fonctionnement. Et ça, c'est vraiment super et c'est une bonne évolution de Node, comme je dis assez souvent. Maintenant qu'il y a des alternatives vraiment beaucoup plus concrètes à Node, comme Deno ou comme Bun plus récemment, eh bien, depuis quelques temps, Node est vraiment parti dans une bonne direction, je pense, à vraiment ne pas hésiter à faire des changements. Et ils les font de la bonne manière. Ils font toujours d'abord quelque chose d'expérimental, puis ensuite ça part en production, etc. Enfin, ça part en une version majeure, etc. Donc, c'est vraiment super la manière dont ils font ça. Et je suis content d'avoir donc des nouveautés
journée de ce jour-là dans Node. Et voilà, bien sûr, il y a d'autres modifications, il y a d'autres choses pour Node.js 22, mais je pense que c'était les 3 choses principales à évoquer. Et donc, pour revenir un peu sur eh bien, ce versionning-là de Node, on est actuellement sur la version current, le début de la version current donc de Node versus version 22, ce qui veut dire que la version 20 de Node.js est toujours active, mais qu'à partir donc de fin octobre 2024, eh bien, ce sera justement cette version 22 qui passera en active, et donc la version 1 passera en maintenance. Donc, vous pouvez déjà un peu commencer à migrer vers la version 22, voir ce que ça donne sur votre code, sur votre code base. Normalement, il n'y a pas forcément de problème, mais bon, ça vaut toujours le coup de tester tout ça. Autre chose cette semaine, ce mois-ci, c'est ESLint version 9.00. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils vont virer un peu certaines versions de Node.js. Donc le support de la version 18 ou de la version 19, eh bien, ce n'est plus en compte maintenant que la version 22 est en version courante et donc que la version 20 est en version active. Voilà, ça permet en fait de virer un peu certaines versions plus vieilles de Node.js. Et également, il y a une nouvelle rule, une nouvelle règle qui est assez intéressante, c'est No Useless Assignment. C'est vrai que c'est assez basique, mais c'est toujours intéressant d'avoir ça. Par exemple, c'est un moment où vous avez donc une variable qui est définie, qui est assignée, on lui assigne une certaine valeur, et que entre les deux, en fait, on n'utilise jamais ID, puis ensuite on réassigne ID à une nouvelle valeur, et bien il va nous dire ah bah attends Coco, là tu as mis une assignation à ID, sauf que tu l'utilises jamais en fait. Donc autant ne pas le faire et faire autre chose. Donc voilà, ça c'est une petite nouvelle règle qui est assez intéressante, je pense, pour ESLint. Mais dans les faits, il n'y a pas énormément de choses. Certaines choses ont été deprecated, certaines règles ont été deprecated, etc. Ou certains paquets ont été changés. Mais voilà, c'est pas non plus un énorme changement. C'est surtout pour virer certaines versions de Node.js. Autre chose, c'est le paquet ZX qui est très intéressant aussi. ZX, c'est un paquet qui vous permet d'exécuter des commandes bash en fait à travers donc Node.js. Et ça, c'est un peu cross-platform, donc c'est ça qui est intéressant. Et donc, il y a certaines nouveautés qui sont notamment, voilà, celle-ci que j'ai bien aimée, qui est le Abort Controller. Donc, le Abort Controller, pour ceux qui ne savent pas, c'est une API qui va un peu transcender certaines autres API donc, en JavaScript et qui va permettre d'arrêter certaines tâches en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on va lancer une tâche, quelle qu'elle soit, et on va attacher à cette tâche-là une instance de Abort Controller. Et ensuite, à cette instance-là, on va pouvoir dire à tout moment, eh bien, de abort justement, de lancer ce signal d'arrêt à la tâche en fait à laquelle il est associé. Et donc ici, par exemple, si on lance une tâche de dormir, donc là faire une pause pendant 10 secondes, et qu'on y attache donc un abort controller, et bien après 100 millisecondes, enfin là c'était une seconde, excusez-moi, après 100 millisecondes, on va pouvoir dire ah bah non en fait arrête cette tâche là, donc en fait il va arrêter d'être en pause. Donc ça c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir ça, et d'ailleurs c'est directement pris en compte dans les promesses que renvoie la tâche. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un p.abort à l'instant où on a l'exécution de ça. On n'est pas obligé de l'attacher directement ici, vous voyez, dans cette manière. Également, on a la méthode kill qui est maintenant expose dans cette version 8 de ZX, ce qui est intéressant parce qu'on ne pouvait pas avant utiliser directement la méthode kill, donc pour kill un processus. Et donc là, sachant qu'on peut kill n'importe quel processus, que ce soit un processus créé par ZX ou non, c'est simplement avec donc l'ID ici du processus qu'il s'arrête. Donc voilà, il y a d'autres choses bien sûr, mais c'est les principales nouveautés je pense concernant ZX version 8. Et également, j'en ai parlé avant de passer donc aux deux librairies du mois, c'est Bun version 1.1. Bun version 1.1, ça maintenant intègre le support de Windows. Ça, c'est vraiment super. Donc ça veut dire qu'avec cette simple petite commande-là, vous allez pouvoir installer Bun directement sur votre machine et vous allez pouvoir bénéficier eh bien de pas mal de temps gagné, puisque ici, dans cet exemple-là, où on installe donc le starter de React sous Vite, eh bien ça met 31 millisecondes à s'installer pour Bun, donc ça veut dire que c'est quasiment instantané, alors que sous par exemple NPM, eh bien ça va mettre une seconde. Donc c'est vrai qu'entre une seconde et 31 millisecondes, la différence est assez énorme. Ensuite, au niveau de Bun Run, donc à l'instant où eh bien, on exécute un script avec Bun, ici toujours dans le même cas, je crois, de React, on est sur 11 fois plus rapide. Bun donc est 11 fois plus rapide que NPM Run. Donc ça veut dire que là où Bun est à 80 millisecondes, eh bien NPM sera à quasiment une seconde, puisqu'on est à voilà, 11 fois plus. Donc c'est vrai que là on voit les deux en différence.
Il y en a un qui met un peu de temps et l'autre qui est quasiment instantané. Encore une fois, Bun de toute façon est très très impressionnant, hein, mais voilà, il faut quand même faire attention la manière dont on l'utilise. Il faut voir si enfin, vous pouvez l'installer en local, mais après sur votre version de production, sur votre serveur, est-ce qu'il y a vraiment Bun disponible? Voilà, il faut que ce soit cohérent la manière de l'utiliser. Mais je pense que pour des petits projets perso ou quoi encore, c'est vraiment c'est quand même quelque chose de super. Et quand ça deviendra un petit peu plus démocratisé, parce que je pense que vraiment ce gain de performance, ça va faire en sorte que Bun va se démocratiser, et bien là, ce sera intéressant de l'avoir également en production et de faire des vrais tests par rapport à Node.js. Donc en tout cas, Bun 1.1 version qui supporte Windows, c'est super. Ensuite, on va parler d'une première petite librairie, ça s'appelle Kali. C'est une librairie qui est assez petite mais très intéressante pour tout ce qui est gestion des calendriers en fait. Et ça, c'est vraiment cross-framework puisque ce sont des web components. Donc c'est assez intéressant. Et là, comme vous voyez, eh bien, je vais avoir un calendrier qui est fait assez simplement. Je vais pouvoir tester, je vais pouvoir avoir une petite zone, même sur plusieurs mois. Et ensuite, cette zone-là, donc cette plage-là, cette période, et je vais pouvoir la récupérer assez facilement. Donc, vous voyez qu'au niveau du code, là, on a simplement donc une div qui va englober les deux. On a ce calendar range qui est donc le spécial web component et on lui dit qu'il y a un range donc de 2 mois et ensuite on a un petit SVG pour le bouton ici de retour, enfin de previews et de next. On a ces deux SVG qui sont juste là et derrière on va avoir au niveau de la grille le calendar month, le premier et le deuxième qui est en offset d'un mois en fait. Donc c'est le mois actuel et le mois juste après. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ça parce que c'est super simple. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même un système de traduction justement des dates via l'API INTL de base en JavaScript. Et au niveau de l'installation, c'est très simple, hein, npm install de Kali, on l'importe et derrière on va avoir directement ces deux web components disponibles et vous allez pouvoir les utiliser donc directement. Vous voyez que quand on stylise pas les boutons, ça fait next et previous comme ça. C'est vrai que ça vaut le coup de mettre un petit peu des petits SVG là-dessus et donc on peut avoir ça sur plusieurs mois, etc. C'est très intéressant d'avoir ça parce que c'est toujours un peu compliqué, je pense, d'avoir des mises en place de calendrier. On utilise toujours petite librairie parce que sinon on prend vraiment beaucoup trop de temps. Dernière chose cette fois pour les développeurs React, eh bien c'est une librairie de components qui s'appelle Wedges et qui est la librairie de Lemon Squeezy pour ceux qui connaissent, qui est un payment provider, une alternative donc à Stripe. Et c'est vraiment super beau, je trouve que c'est super beau, c'est très moderne, c'est fait avec Radix UI encore une fois et Tailwind CSS bien sûr, et je trouve que c'est vraiment super. Donc si on va voir un petit peu plus, tac, voilà les components eux-mêmes. Donc voilà, il y a, par exemple, il y a Alert, Avatar, Avatar Group, Badge, il y a vraiment pas mal de choses disponibles directement. Ça prend en compte le Light Mode et le Dark Mode. On est, voilà, par exemple, pour du loading, il y a des loadings, c'est nouveau, c'est assez sympa. Tout ce qui est loading, bon, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. En gros, il y a tout un système de tabs, etc. C'est une librairie normale de components, mais qui est, je trouve, très belle, quoi. Enfin, elle est très simple d'utilisation, très belle. Je ne suis pas sur React, mais si j'étais sur React, je pense que je testerai un peu. Après, il y a plein de super librairies d'UI sur React, bien sûr, mais celle-là est assez intéressante. Et en plus, elle est utilisée donc dans un grand projet qui est Lemon Squeezy, quoi. Donc on sait que voilà, derrière, c'est toujours en évolution, ils vont toujours avoir besoin de nouvelles choses, etc. Donc c'est intéressant d'avoir cette petite librairie. Voilà tout pour cette semaine. Écoutez, je pense, voilà tout pour ce mois-ci. Écoutez, je pense que c'est tout. Je pense qu'on va également se retrouver donc le mois prochain pour ce nouveau trimestre-là, pour ces 3 prochains mois, donc celui-là compris. Eh bien, je teste ce format de faire des actualités au mois et non plus à la semaine pour parler un peu plus de grands projets. On voit que là, donc, on a eu notre JS22 qui est assez intéressant donc d'évoquer. Et puis donc voilà, on se retrouve le mois prochain, sauf si je fais une autre vidéo sur la chaîne qui est donc pas une vidéo d'actualité. Dans tous les cas, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne pour avoir une veille donc sur le monde, sur l'écosystème du JavaScript, ou alors de partager cette vidéo à d'autres personnes. Je vous souhaite un très très bon mois de mai à venir, un très bon développement, et on se retrouve donc le mois prochain.